Écoutez, moi, vous trouvez que j'ai été sévère pour M. Darmanin. En vérité, je trouve que la situation depuis ces jours-ci devient grotesque. J'écoutais encore votre antenne dans les quelques minutes qui ont précédé mon intervention et je trouve que toutes ces discussions sont dérisoires. On parle de faux billets, d'usage abusif de gaz lacrymogène. Mais enfin, tout ça est du noyage de poisson, pardonnez-moi. On noie le poisson. Et le poisson, il est clair depuis le début. Il y a eu des agressions manifestes de bandes de voyous venus de la Seine-Saint-Denis, auxquels qui ont été rejoints par des migrants. Et toutes ces bandes de voyous étrangères ou d'origine étrangère ont agressé des supporters anglais et espagnols. La presse anglaise et la presse espagnole l'a expliqué depuis le début. Et seuls nos médias français et nos autorités politiques françaises tentent de noyer ce poisson-là, qui est effectivement un peu trop gros à avaler, avec des discussions oiseuses sur le sexe des anges, en l'occurrence sur l'usage des gaz lacrymogènes, les interventions de la police, les faux billets, mais tout ça est dérisoire. Le sujet majeur, c'est que, comme je l'ai dit depuis des mois en campagne présidentielle, il y a en France, et en particulier la Seine-Saint-Denis, on a un exemple et vraiment on ne peut plus édifiant. Il y a des enclaves étrangères où la police ne tient plus rien, où les bandes de voyous font la loi, ça s'appelle une enclave, et quand ils sont étrangers, ça s'appelle une enclave étrangère. Et tout cela est dû à une immigration folle depuis 40 ans en Seine-Saint-Denis. Il y a aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, dans les naissances entre 0 et 18 ans, nous avons entre des villes entre 60 et 80% de prénoms arabo-musulmans. Voilà, c'est simple, c'est clair, tout le reste est, je le répète, dérisoire. Alors, Éric Zemmour, vous, l'amateur de football, qui connaissait bien l'histoire de Liverpool, qui connaissait bien l'histoire des supporters, du hooliganisme, des problèmes, vous résumez ce qui s'est passé à la Seine-Saint-Denis. On va y venir, on va en parler. Le ministre Darmanin reconnaît qu'il y a eu des débordements inacceptables. Mais enfin, vous ne pouvez pas résumer ce qui s'est passé à seulement les questions de délinquance qui existent. Cher Rutel Krief, mais là, on est sur des questions aussi de football. Attendez. Cher Rutel Krief, vous avez raison, j'aime le football depuis toujours, depuis mon enfance. Je crois avoir vu toutes les finales de Coupe d'Europe depuis la fin des années 60, je dirais, oui, je peux dire, depuis la fin des années 60. Je crois avoir vu même la finale en 69, c'était l'Inter de Milan qui avait gagné. Vous voyez, ça fait quand même une paye. Je peux vous dire que je n'ai jamais vu ça. J'ai vu des choses plus graves d'ailleurs. Le Heysel en 1985 et la mort tragique. Et ça nous ramène à votre question. Le hooliganisme anglais, vous avez tout à fait raison, a été violent, a été criminel lors de cette fameuse finale de 85 où la Juventus de Platini a gagné la Coupe d'Europe. Mais le hooliganisme anglais est une histoire passée. C'est fini depuis longtemps, pardonnez-moi. C'est terminé. C'est une histoire qui a été réglée à la fin des années 90. Aller chercher le hooliganisme anglais pour faire écran devant nos débordements, nos propres débordements, et le fait que la Seine-Saint-Denis soit devenue une enclave étrangère, excusez-moi, je pense que, je le répète, c'est dérisoire et c'est mensonger et c'est tout simplement faux. Alors, je voudrais que vous écoutiez avec nous la réponse de Gérald Darmanin à une sénatrice Les Républicains qui parlait pas tout à fait comme vous, mais un petit peu. Écoutez. Le monde entier a pu découvrir effectivement samedi que la Seine-Saint-Denis n'était pas la Californie sans la mer, contrairement à ce que disait le président de la République récemment. Et moi, je ne me réjouis pas de ces images qui, à travers le monde, ont donné voilà, une image de la France extrêmement détériorée. Je pense que personne ne s'en réjouit. Alors, le Stade de France, il a ouvert fin 1998. Et la France, elle a changé depuis la fin de 1998. Quand vous dites, madame, que depuis 1998, la France n'est plus la même et que la Seine-Saint-Denis a changé, vous faites le jeu, je crois, de partis assez extrêmes. Et je veux dire ici, je veux dire, madame, que je suis personnellement, mais j'ai mon droit et mon opinion, j'ai le droit d'être assez choqué par ce point. Et je n'ai pas, et puisqu'on m'a forcé à le faire pour lutter contre des fake news, à donner les nationalités des personnes que nous interpellons.
Voilà, c'est la réponse sur la Seine-Saint-Denis du ministre de l'Intérieur. Absolument. Cette réponse, pardonnez-moi, est inouïe. Est inouïe, je pèse mes mots. Le ministre de l'Intérieur qui dissimule les nationalités des gens qui sont arrêtés. Mais moi, je vais vous les donner, les nationalités. Elles sont dans Valeurs Actuelles. C'est un policier qui les a données. Il y a des Tunisiens, des Algériens, des Marocains. Voilà les nationalités des gens. Et parmi les nationalités françaises, la plupart ont des noms maghrébins. Tout le monde le sait. Toute la France rigole. Moi, je suis ici, dans le Var. Je peux vous dire que toute la France rigole à vos discussions de plateau télé. Toute la France sait ce qu'il en est. Toute la France sait que ce ne sont pas les Anglais qui ont causé des problèmes. Toute la France sait qui a agressé les supporters anglais et les supporters espagnols. La presse espagnole se moque de nous. La presse anglaise se moque de nous. C'est ça la vérité. Nous avons des discussions de fauchetons. Parce que la vérité, c'est que nous avons peur. Et que Monsieur Darmanin dit que c'est les extrêmes, mais toute la France, dans ce cas-là, est un extrême. Parce que toute la France a compris ce que Monsieur Darmanin ne veut pas avouer. Je trouve ça d'ailleurs très curieux, parce que Darmanin je le connais, est un garçon intelligent. Je ne comprends même pas comment il peut s'enferrer dans de tels mensonges. Je pense, après réflexion, qu'il a reçu des instructions. La vérité, c'est que c'est Monsieur Macron qui préfère avoir des désaccords et des querelles avec les Anglais plutôt que de mettre le feu aux banlieues parce qu'il sait qu'il ne tient rien. Et M. Macron qui vient d'être réélu est curieusement absent d'ailleurs de cette histoire. Il laisse Monsieur Darmanin s'empêtrer et s'enferrer dans des mensonges ridicules qui font rire la France entière. C'est M. Macron le coupable. Il est président de la République, il vient d'être réélu, c'est lui qui court après toutes les banlieues de France pour faire sa campagne. Et depuis qu'il est réélu, c'est lui qui court après l'électorat mélenchoniste, qui est d'abord un électorat islamo-gauchiste. C'est M. Macron le coupable. Alors, les plateaux télé, vous savez bien, vous vous en souvenez, vous en avez fréquenté aussi. Sur ces plateaux télé, j'ai toujours plaisir à fréquenter le vôtre. Voilà, il y a toujours des conversations aussi intéressantes parce que on a bien entendu votre réquisitoire sur cette question. Il n'a pas été nié par Gérald Darmanin. Il a dit qu'il y a eu des débordements inacceptables. Il a dit qu'il y aurait des plaintes qui seraient déposées par les victimes de dépouillements, d'agressions, par les 300 à 400 jeunes ou moins jeunes venus des quartiers avoisinants. Ça n'a pas été nié. On a des comptes rendus sur ce qui s'est passé au tribunal de Bobigny, dans les flagrants délits. Et il y a eu des réactions là-dessus. On ne peut pas dire qu'on a nié le problème. Il est là, mais il n'est pas du tout le seul problème. Il y a cette question des faux billets. Il y a cette question de l'importance des supporters plus importante que prévu. Madame Elkrief, tout à l'heure j'ai entendu l'échange entre Madame Boyer, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et le ministre Monsieur Darmanin. On a parlé de 1998, de la Coupe du Monde. Bon, très bien. De la Coupe du Monde de 1998. Il y a un des champions du monde de 1998, Thierry Henry, qui avait dit quelques jours avant cette finale de Coupe d'Europe à ses amis footballeurs et aux Espagnols et aux Anglais. Il a lui-même joué en Angleterre. Il leur avait dit « Vous croyez aller à Paris, vous allez à Saint-Denis. Saint-Denis n'est pas Paris. La vérité, c'est qu'il n'est pas allé assez loin. En vérité, Saint-Denis n'est plus la France. C'est ça la réalité. La réalité que tout le monde cache sur les plateaux télé. C'est pour ça que je me suis permis de vous interpeller à ce sujet. J'ai toujours plaisir à venir sur votre plateau télévisé et sur d'autres. Mais le problème est quand on nie les faits. Et la vérité, c'est que ce ne sont pas des débordements, comme vous avez dit, ou comme M. Darmanin a dit. Ce ne sont pas des débordements, c'est un système. La Seine-Saint-Denis vit en coupe réglée de ces bandes. Ce n'est pas seulement pour le Stade de France, simplement le Stade de France est en Seine-Saint-Denis, est à Saint-Denis. Et donc, évidemment, il est dans cette enclave étrangère que je décrivais. Et ce n'est pas la seule. Il y en a partout en France. Partout en France, des Français ont peur d'aller car ils vont se faire voler, car ils vont se faire agresser, voire violenter ou tuer. C'est ça la réalité française aujourd'hui. Et c'est ça
malheureusement que cette soirée de finale de Coupe d'Europe a rappelé au monde entier. Et c'est pour cela que M. Darmanin est chargé par M. Macron de mettre la poussière sous le tapis. Seulement la poussière est trop grosse et le tapis est trop fin et tout le monde le voit. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez des remarques sur la méthode du maintien de l'ordre du préfet de l'Allemand? Parce que vous dites, bon, moi, ça, on parle du maintien de l'ordre, mais c'est pas important. Est-ce que c'était la bonne méthode pour vous à la fois de tenir à un moment donné les guichets, puis après de laisser passer, d'ouvrir pour éviter l'effet de foule et justement le Hesel ou d'autres types de drames? Vous savez, cette discussion sur le maintien de l'ordre est intéressante techniquement pour les spécialistes du maintien de l'ordre. Mais en vérité, moi, je fais de la politique. Ce n'est pas le sujet politique. Le sujet politique, c'est que la Seine-Saint-Denis n'est plus en France. Voilà, c'est tout. Et que donc la police française est débordée par des bandes étrangères. C'est ça, elle est débordée. Et d'ailleurs, elle est débordée partout où il y a une immigration folle, une immigration massive, et où elle n'est plus en France. Et d'ailleurs, dans tous ces banlieues françaises, elle est reçue en se faisant caillasser, en se faisant agresser. Là, si vous voulez, la différence, c'est que d'habitude, on le cache. D'habitude, on n'en parle pas. Là, simplement, le monde entier l'a vu. Et donc, on ne peut pas le cacher. Éric Zemmour, il y a eu beaucoup de matchs. Et donc maintenant, il y a eu beaucoup de matchs, il y a eu beaucoup de rencontres sportives qui se sont déroulées dans ce stade de Saint-Denis. Il y a eu beaucoup de concerts, il y a eu beaucoup d'événements et il ne s'est pas passé ce qui s'est passé samedi soir. Donc on ne peut pas dire que le stade représente exactement ce que vous dites. Je suis désolée. Oui, mais simplement, vous savez, il y a des événements qui font catalyseur. Ces événements-là ne sont pas à répétition. Et cet événement, la finale de la Coupe d'Europe, qui est un événement mondial, comme vous le savez évidemment, a fait catalyse. C'est-à-dire qu'on voit ce que les gens de Seine-Saint-Denis et les Français en général vivent depuis des années. Alors évidemment, vous avez raison, il y a d'autres matchs. Moi, je suis allé au Stade de France. Jadis, je n'étais pas sous protection. J'ai même pris le métro et je ne me suis pas fait agresser. Vous avez tout à fait raison. Mais là, c'est arrivé et ça révèle ce que la France vit depuis des années. C'est tout. Non, c'est important quand même que vous reconnaissiez la complexité malgré tout et que ce ne soit pas aussi simple, même si c'est grave, que ce que vous décrivez. C'est important malgré tout. Mais cher Ruth Elkrief, vous avez raison, tout est complexe. Sauf que la complexité est utilisée comme souvent pour masquer la réalité dans sa limpidité. Et ça, je ne le veux pas. C'est tout. Après, on peut discuter, tout est intéressant, tout est important. Les techniques de maintien de l'ordre, c'est une discussion très intéressante. Mais je vois bien ce qui se passe depuis lundi. C'est qu'on cherche des sujets pour occulter le sujet majeur. Fameuse expression, l'éléphant dans la pièce. Il y a un éléphant dans la pièce et on est à discuter sur les petites souris qui sont autour. Mais les petites souris, elles existent. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, mais l'éléphant, il est un peu plus gros que les petites souris. C'est tout ce que je dis. En tout cas, c'est celui que vous voyez comme éléphant, que vous avez considéré comme l'éléphant pendant toute la campagne présidentielle. Mais que le monde entier voit comme éléphant. Non, mais bien sûr. Que le monde entier a vu comme éléphant. Vous comprenez ? Le monde entier se fout de notre discussion sur les forces de l'ordre. Le monde entier rigole quand on accuse les Anglais. C'est tout ce que je dis. Alors, cette question-là, elle a été emblématique dans votre campagne présidentielle. Elle ne vous a pas permis d'arriver au deuxième tour. Aujourd'hui, il y a des sondages. Maintenant, il y a des sondages aussi sur les législatives. Et vous arrivez à 1 à 4 sièges pour votre parti Reconquête, 20 à 50 pour le Rassemblement national. Bon, ça reste assez décevant. Écoutez, je ne dirais pas cela. À partir du moment où il y a eu ce qui s'est passé à la présidentielle, c'est-à-dire que les électeurs du Rassemblement national et les électeurs de LR ont longtemps hésité entre Marine Le Pen et moi. Et qu'au dernier moment, par le mécanisme du vote utile que vous avez vous-même décrit 100 fois, et moi aussi, c'est Marine Le Pen qui est arrivée au second tour. Très bien.
à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle a un score de 24% et de moi de 7%, il est évident que les logiques se pérennisent ensuite aux législatives. Et que c'est normal, tout à fait normal, qu'elle ait en plus, son parti existe depuis 50 ans, le mien existe depuis 6 mois. Il est tout à fait logique qu'elle ait beaucoup plus de députés que moi, que Reconquête. Pareil pour LR. LR a des maires, a des élus enracinés depuis des décennies. Il est tout à fait normal qu'ils aient plus de députés que moi. D'autant plus que ces deux partis ont refusé d'organiser la droite comme Jean-Luc Mélenchon a organisé la gauche. Donc évidemment, eux, ils vont le payer. C'est-à-dire qu'ils auront beaucoup moins de députés qu'ils auraient pu en avoir dans une organisation qui tienne compte du scrutin majoritaire à 2 tours. Et évidemment que moi, je vais le payer aussi puisque j'aurai moins de députés. C'est d'ailleurs le but, évidemment, de Marine Le Pen. Mais je trouve que moi, avec entre 1 et 4 députés, avec ces chiffres-là, ne sont pas du tout ridicules pour un parti, encore une fois, qui n'existe que depuis quelques mois et des résultats à la présidentielle qui ont été ceux qu'ils sont. Est-ce que vous demanderez à vos candidats de rallier le candidat Rassemblement National s'il est qualifié au second tour, comme vous l'avez fait pour la présidentielle? Écoutez, pour l'instant, ce n'est pas le sujet, mais moi, j'ai appelé à voter Marine Le Pen au second tour contre Emmanuel Macron. Donc, évidemment que je demanderai à mes candidats de prendre leurs responsabilités s'ils ne sont pas au second tour. Mais j'attends la même chose de la part du Rassemblement National et éventuellement d'ailleurs des LR aussi. Parce qu'il y a des LR... Je veux dire, on peut considérer en gros aujourd'hui que LR est devenu le centre de formation des ministres d'Emmanuel Macron. Donc bon, mais j'imagine qu'il y a encore des LR, je pense à M. Ciotti, je pense à M. Bellamy, je pense à Mme Morano, qui n'ont pas envie d'être annexés par le macronisme. Et ceux-là doivent aujourd'hui se poser la question, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, comment on organise cette droite qui ne veut pas être aspirée par la gauchisation et je dirais l'islamo-gauchisation de la vie politique engagée et enclenchée par Jean-Luc Mélenchon. C'est une question qui ne se pose pas qu'à moi. Juste un mot, parce que vous avez reproché à Jordan Bardella d'être venu sur des circonscriptions où vous étiez et vous lui reprochez de se battre plutôt contre vous que contre Macron ou Mélenchon. Et lui, il a répondu... Oh, il faut arrêter de chouiner, il faut arrêter de pleurer, je veux tuer personne, je veux sauver la France. Zemmour, c'est pas Dieu. Il n'arrive pas dans une circonscription où tout le monde se retire, l'océan souffle, tout le monde doit le laisser passer, il passe au milieu. Ça marche pas comme ça, la politique. C'est très chaud quand même, hein, entre vous. Écoutez, moi je dirais à M. Bardella d'abord que ce n'est pas Dieu qui s'est présenté devant la mer Rouge, mais c'est Moïse, et qui a traversé la mer Rouge. Mais bon, c'est une précision biblique. Par ailleurs, je dirais une chose, je ne chouine pas, parce que dans ce cas-là, j'ai des leçons à prendre au Rassemblement National. Je dis, il faut un accord, il eût fallu un accord politique. Vous savez, le mode, moi j'ai appris jadis que le mode de scrutin déterminait la vie politique. Or, aujourd'hui, on préfère chouiner en disant le scrutin majoritaire est méchant, il nous faudrait la proportionnelle, plutôt que de tenir compte de ce scrutin majoritaire à 2 tours et de tirer les conséquences de ce scrutin majoritaire, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon, je le répète. Donc, à partir du moment où il n'y a pas d'accord, nul chouinage ou nul chouinement, que sais-je. Simplement, je dis que M. Bardella a autre chose à faire, enfin du moins je le croyais. Je croyais qu'il avait d'autres adversaires que moi. Il y avait les candidats de M. Mélenchon, il y avait les candidats de M. Macron. Non, il vient chez moi. C'est bien, ça veut dire que je suis toujours le seul adversaire du Rassemblement National. Ça ne m'avait pas échappé. Moi, le Rassemblement National n'est pas mon adversaire. Mon adversaire, c'est Jean-Luc Mélenchon si vous voulez, et Emmanuel Macron. Parce que ce sont les deux faces d'une même histoire. Ces deux-là n'ont pas d'opposition en vérité politique, ils ont une opposition chronologique. Les deux veulent détruire la France. Monsieur Mélenchon est pressé, Monsieur Macron prend son temps. C'est la seule différence. Mais Monsieur Macron amène tout naturellement, dans 10 ans, dans 15 ans, à la France de M. Mélenchon, c'est-à-dire la France islamo-gauchiste. Pour moi, les choses sont claires et limpides. Donc je ne me trompe pas d'adversaire. Jean-Luc Mélenchon, vous avez débattu plusieurs fois avec lui. Les discours sont vigoureux,
Mais la relation personnelle n'est pas mauvaise, si je me souviens bien. Il y a même une forme de... Il y a même une forme, je sais pas quoi, de respect mutuel, d'estime mutuelle entre les deux. Mais absolument. Mais vous avez raison, je crois qu'il y a un respect intellectuel réciproque et une estime réciproque, en tout cas de ma part. Vous savez, je ne confonds pas les personnes avec leurs idées. Je peux avoir de l'estime intellectuelle pour M. Mélenchon, pour ce qu'il est, pour ce qu'il sait, pour sa connaissance de l'histoire de France. Voilà, et en même temps, le combattre. D'ailleurs, je le comprends d'autant mieux que je l'estime. Et ainsi, quand il parle pour son électorat qui l'a suivi de nouveaux tiers-États, je sais ce qu'il veut dire. Et je sais ce qu'il veut dire parce que le tiers-État dans l'histoire de la France et dans l'histoire de la Révolution française, c'est le peuple français. Donc quand il dit que ces électeurs, que les électeurs de la France insoumise, qui, je le rappelle, ont été massivement des électeurs de banlieue islamisés, sont le nouveau tiers-État de la France, je dis que ça confirme exactement ce que je dis, c'est que M. Mélenchon fait l'éloge du grand remplacement et qu'il estime que le nouveau peuple français, c'est le peuple islamisé des banlieues et que le peuple français historique, le vrai tiers-État, c'est-à-dire le peuple français que je défends, doit disparaître. Vous voyez, c'est parce que justement je l'estime que je le comprends beaucoup mieux que les gens qui font semblant d'être ses adversaires. Mais comment vous avez analysé votre propre défaite lorsque vous avez toujours cette même logique et que vous nous dites en fait finalement j'avais raison, j'ai raison, je comprends tout ce qui se passe et pourtant les Français ne vous ont pas suivi. Quel mea culpa, entre guillemets, faites-vous? Quelle analyse faites-vous? Mais écoutez, cette analyse, je l'ai déjà faite. Je la fais volontiers pour vous ce soir. Le 23 février au soir, dans les sondages, ma candidature est à 16,5. Je suis devant Marine Le Pen qui est à 16 et Valérie Pécresse qui est à 14. Le 24 février au matin, Vladimir Poutine attaque l'Ukraine. À partir de ce moment-là, tout s'enclenche, c'est-à-dire que, vous savez, mon électorat était composé, et c'était ma force, et c'était mon titre de gloire, et c'était l'objectif que j'avais indiqué dès le départ. Il était à la fois fait de gens qui avaient voté Marine Le Pen en 2017 et de gens qui avaient voté François Fillon en 2017. Les gens qui ont voté François Fillon en 2017 sont souvent des gens âgés qui ont pris peur et qui se sont rameutés, qui se sont rassemblés derrière le président sortant parce qu'il y avait un risque de guerre, croyait-il, qui menaçait à nos portes. D'ailleurs, je constate que Mme Pécresse, qui avait des positions différentes de moi sur ce conflit, a subi le même effondrement. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai baissé dans les sondages, puisque vous savez très bien que cette élection présidentielle, comme toutes les autres, est scandée, rythmée par des sondages quotidiens, à partir du moment où les gens ont vu que je baissais à cause de ces électeurs qui partaient rejoindre M. Macron, les électeurs qui venaient de Marine Le Pen se sont dit, par un réflexe de vote utile, attention, en plus Jean-Luc Mélenchon monte, ils sont revenus vers Marine Le Pen. Je n'en veux pour témoignage qu'à la fois l'évolution des courbes et à la question aux électeurs de Marine Le Pen qu'on pose, est-ce que vous avez voté par conviction ou est-ce que vous avez voté pour le vote utile? Il y a un tiers de ces électeurs qui disent j'ai voté pour le vote utile. Donc ça fait, sur ces 24%, ça fait 8%. Bon, mais ça c'est une analyse de politologue. Au mien à 7, ça fait 15%. D'accord, mais ça donc, si vous voulez... Mais c'est une analyse de politologue, c'est pas une analyse d'un candidat qui peut dire je me suis trompé sur tel sujet. J'ai fait une erreur dans ma campagne. Mais pardonnez-moi, je sais que tous les journalistes sont tellement contents de pouvoir dire que je me suis trompé et que l'identité de la France est un sujet marginal qui n'intéresse pas les Français et que le grand remplacement que j'ai imposé n'intéresse pas les Français. Je continue de croire que c'est faux. Maintenant, c'est très bien. Je sais que tous les journalistes sont ravis de cet échec, de pouvoir dire que ces notions-là et cette question-là n'est pas si importante que cela. Moi, je considère que c'est faux. Je considère que cette question est vitale, que cette question est existentielle, que dans 10 ans, dans 15 ans, toute la France sera une grande Seine-Saint-Denis. Je le dis ici dans le Var, c'est pour cela
que je dis aux gens de voter pour les candidats de Reconquête, parce que ce sont les seuls à avoir conscience de cette urgence pour la France. Maintenant, non, mais je pensais à l'Ukraine en l'occurrence. Hein. Je pensais à l'Ukraine et à vos erreurs sur l'Ukraine. Mais pardon. J'ai pas entendu, excusez-moi. Je pensais à vos erreurs sur l'Ukraine en l'occurrence, hein, et sur la Russie de Poutine. Peut-être quand même, parce que c'était plutôt là qu'on aurait pu localiser, je dirais, l'erreur, et vous l'avez même daté en quelque sorte, la chute dans les sondages. Mais Rutel Krief, disons que les gens n'ont pas compris mes analyses sur la Russie. Disons-le. Pourquoi pas? Vous m'accordez que Valérie Pécresse n'a pas fait la même analyse. Et vous m'accordez que Valérie Pécresse s'est effondrée. En revanche, vous m'accordez que et Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont fait des analyses assez proches des miennes sur les origines du conflit, sur la Russie de Poutine, sur les rapports entre la Russie et l'Ukraine. Et pourtant, ils sont arrivés respectivement 2e et 3e. Donc vous voyez bien qu'on doit aller au-delà de cette question de mes positions sur la Russie et l'Ukraine pour expliquer mon score. Intéressant. Une question Jean-Michel Apathy, une question Renaud Pila, et je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'était pas une question, c'était une remarque. C'est moi qui vous remercie. Si votre combat c'est sauver la France, comment pouvez-vous avoir de l'estime pour Jean-Luc Mélenchon dont vous dites qu'il veut la détruire? J'ai du mal à comprendre. Écoutez, c'est simple. Moi, je distingue entre les personnes et leurs idées. Je peux avoir des amis, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon n'est pas un ami, mais je peux avoir un ami qui ne soit pas d'accord avec moi. Même s'il veut détruire la France. Je pense que... Oui, même s'il veut détruire la France, ça peut être votre ami. Oui, mais oui, attendez, je vais vous répondre. Si vous voulez, pour lui, je comprends la logique. Je comprends sa logique. Sa logique, si vous voulez, il veut détruire la France telle qu'elle existe. Pour lui, en vérité, il veut une nouvelle France. Il croit à une France créolisée, comme il dit. C'est-à-dire qu'il pense qu'il peut y avoir un rassemblement des gens qui viennent d'origines différentes, de civilisations différentes. Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons sur notre sol 2 civilisations qui s'affrontent et que ça va être de plus en plus sanglant et que ça va détruire notre pays. On peut avoir des avis différents et si, par exemple, je vous écoute, je sais depuis 20 ans qu'on n'est pas d'accord, c'est pas pour ça que je vous déteste, je vous écoute, j'écoute vos analyses et quand elles sont intéressantes, je dis elles sont intéressantes. Et bien avec M. Mélenchon, c'est la même chose. Renaud Pila, et on va conclure. Oui, 2 petites questions rapides. Première question, Marine Le Pen, dans son refus d'alliance avec vous, dit que, notamment sur le plan économique et social, vous n'avez absolument pas le même programme, notamment sur la réforme des retraites. Est-ce que, selon vous, elle est cohérente et vous la croyez lorsqu'elle dit ça, sur l'absence d'accord? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous ferez s'il y a des seconds tours, La République En Marche contre les candidats du camp Mélenchon, la NUPS? Écoutez, je la crois volontiers. Je pense que je dis depuis longtemps, quand j'étais encore journaliste, et je parle sous le contrôle de votre voisin, j'ai dit depuis longtemps que Marine Le Pen était une femme de gauche. Je continue à penser que Marine Le Pen est socialiste. D'ailleurs, son programme sur le plan économique est socialiste, pas le mien. Voilà, là oui, elle a raison, nous sommes en désaccord. Donc l'alliance compliquée. J'estime effectivement que... Comment? Donc l'alliance compliquée pour les législatives. J'ai pas entendu, excusez-moi. Pour les législatives, j'ai pas entendu votre question, pardonnez-moi. L'alliance était compliquée pour les législatives, parce que sur l'économique et le social, c'est un réel handicap pour partir ensemble. Bien sûr, vous avez raison. Mais vous avez tout à fait raison, mais je ne voulais pas partir ensemble. Vous savez, on peut signer un accord avec des partis avec qui on n'est pas d'accord sur tout. La gauche nous donne un exemple. Excusez-moi, mais entre le Parti socialiste et M. Mélenchon, il y a des désaccords de ce niveau-là. D'ailleurs, M. Hollande et M. Cazeneuve estiment que le Parti socialiste n'aurait pas dû s'allier à Jean-Luc Mélenchon. Et sur la consigne de vote Comment? Sur la consigne de vote entre La République En Marche et les candidats Mélenchon, NUPS, vous ferez quoi en cas de second tour? Non, pour moi, je ne choisirai pas entre Jean-Luc Mélenchon et les candidats d'Emmanuel Macron. Ce sont tous les deux des adversaires. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas vraiment adversaires. C'est uniquement une question de temps. L'un et l'autre préparent la même France, c'est-à-dire la même France détruite et islamo-gauchisée.
Merci beaucoup. Merci Éric Zemmour d'avoir été en direct avec nous. Merci donc, le président du parti Reconquête. Au passage, je signale la publication d'un livre d'Ava Djemchidich et de François-Xavier Ménage sur l'intrigante Sarah Knafo, qui est, on le sait, la principale conseillère de Éric Zemmour depuis le début de cette campagne. Merci d'avoir été en direct avec nous.